Selon la Fondation des maladies du cœur, un accident vasculaire cérébral, ou AVC, survient à chaque 10 minutes au Canada. Celui-ci peut occasionner par exemple des pertes de la sensibilité, des troubles de la communication, de la paralysie ou même la mort. Mais parmi les séquelles de l'AVC, une est trop souvent banalisée, c'est la fatigue. D'après le Petit Robert 2013, la fatigue est un état résultant du fonctionnement excessif d'un organe, d'un organisme et qui se traduit par une diminution des forces, de l'activité, généralement accompagnée d'une sensation caractéristique, sentiment de fatigue. Mais ce que l'on ne dit pas assez, c'est que la fatigue neurologique est différente et qu'elle touche plus de la moitié des personnes ayant subi un AVC. Et comparativement à une paralysie de la main ou une perte de la sensibilité, cette fatigue touche tous les aspects de la vie. Et il n'existe à ce jour aucun remède miracle. 5 personnes ayant subi un AVC témoignent de leur expérience et nous font part des stratégies gagnantes pour composer avec cette fatigue au quotidien. Mon nom c'est Gino Cosentino, j'ai 56 ans, 55 ans, je me rappelle pas. Je suis mon père monoparental avec ma fille qui habite avec moi. Bonjour, je m'appelle Geneviève Morel, j'ai 32 ans. Je suis maman monoparentale, entrepreneur, conférencière et artiste. Alors, mon nom est Wagui Rabat. Je suis un résident canadien qui vit au Québec depuis plusieurs années, 52 ans. Je suis né en Égypte, mais mes parents ont immigré ici, j'avais 9 ans. On est arrivé ici en 1965. J'ai vécu toute ma vie au Québec et j'ai travaillé jusqu'à 55 ans dans les télécommunications et en conseil en management. Mon nom c'est Sandro François, j'ai 33 ans et j'habite seul. Je travaille pour Amalgame, qui est un organisme pour des personnes qui ont des handicaps, pour comme simuler le retour au travail. Mon nom, c'est James O'Reilly. Je suis avocat depuis 1964. Je suis marié à Michel Gendron, qui est une fille, moins fille maintenant, mais de Québec. Et on a 3 enfants. Maintenant, si on parlait de l'AVC, racontez-moi votre histoire. Oh, oui. Justement, c'était drôle parce que c'est arrivé juste ici. J'étais assis, je regardais un film avec ma fille. Je me suis endormi quand je me suis réveillé. Toute ma côté droite est paralysée. Alors, j'ai paniqué, c'est sûr. J'ai dit à ma fille d'appeler l'ambulance. C'était pas un AVC, c'était un TIA, un AVC juste temporaire. Mais pendant qu'il faisait les tests à l'hôpital, j'ai fait un vrai AVC. Mon AVC est arrivé en mars 2017, alors ça va faire 2 ans dans 2 mois. Et là, au moins, je marche. À la maison, je n'utilise pas de canne, mais à l'extérieur, j'utilise une canne parce que quand il y a beaucoup de monde, dépendamment de ma fatigue, mon ballon est pas très bon. Je enregistrais ici chez moi comme compositeur, puis aussi je jouais dans 2 orchestres. Il fallait que j'arrête, je n'étais plus capable de jouer. La fatigue est l'effet secondaire le plus prévalent, le plus important depuis mon AVC. Mon ballon, ma concentration, ça va, mais la fatigue, c'est ce qui est le plus difficile à gérer pour moi. Puis là, il fallait que je gère, OK, entre telle et telle heure, il faut que je mette des espaces réservés pour le repos.
même encore, c'est mieux, mais je ne suis pas capable de faire plus que 3 heures d'activité, que ce soit en famille ou ma fatigue neurologique est trop basse. C'est comme une batterie, mettons, quand elle est trop basse. Là, il faut que j'arrête. J'ai pas de choix. C'est pas comme la fatigue. Tu es fatigué pour dormir. C'est vraiment, je sais pas la notion de tout. Alors je deviens comme si j'attends trop, je deviens désorienté. Si je laisse ma fatigue neurologique trop basse, je viens désorienté. Et là, il faut que j'arrête. Alors sinon, je sais pas où je suis. Je répète vraiment. Il ne faut pas que j'attende trop. Quand j'ai vraiment fatigue, là, je reconnais les symptômes. Quand je sais que c'est trop bas, la confusion, elle vient. Mais là, il faut jamais m'étendre 1 heure. Mais même, comme j'ai appris, même si tu dors, ça ne recharge pas la batterie neurologique. Parce que quand tu dors, ton cerveau, il marche toujours. Personnellement, c'est les séquelles le plus frustrant depuis ma réhabilitation avec mon AVC. Le ballon, la concentration, les oublis, la perception, ok, c'est que tu peux vivre avec, mais la fatigue, c'est vraiment quelque chose qui dérange ton train de vie, parce que faut t'arrêter toujours à toutes les 2-3 heures. C'est quelque chose qui vraiment nuit beaucoup à la vie de tous les jours. Quand la fatigue neurologique frappe, c'est pas agréable. Des fois, je suis étourdi, faible. Fait que là, la tête elle tourne. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai fait un autre AVC? Alors, ça m'affecte beaucoup. Et même, quand j'ai fait mon AVC, là, depuis ce temps-là, une couple de fois, je me suis endormi parce que c'était ma place. Et quand je me suis réveillé, 3 fois sur 4 au moins, je me réveille et je suis convaincu que j'ai un autre AVC. Mon bras est engourdi, puis là, je panique, là, je crie, ma fille était, qu'est-ce qui se passe? J'ai fait, appelle l'ambulance, j'ai un autre AVC. Non, comment ça? Puis là, ma fille connaît tous les signes, fait les signes, monte tes mains, fait l'alphabet du tout. Puis là, finalement, avec mon psychiatre et mon docteur, non, t'as pas fait d'AVC. Puis là, quand c'est arrivé souvent, il a dit, il y a peut-être un lien entre un post-traumatic PTSD avec cet espace-là, parce que ça n'arrive pas si je m'endors ici, si je m'endors là, si je m'endors dans mon lit, je me réveille jamais avec une panique que je fais un AVC, et les symptômes même, juste quand je m'assis là, que je m'endors là. Alors, il y a quelque chose de lié. Alors là, ça ne me stresse pas, mais au début, ben là, j'évite. Mais c'est quand même une séquelle qui reste. Alors pour moi, c'est le plus difficile, c'est la fatigue neurologique et la fatigue émotionnelle. Oui, je suis une personne qui est quand même travaillante, qui est très entreprenante, dynamique, avec un petit peu un mauvais caractère. Je suis une maman qui est quand même active, là. J'aime beaucoup faire des activités avec les enfants. Par contre, oui, je suis souvent fatiguée, là, c'est sûr, mais sinon, ouais, j'entreprends beaucoup de projets dans ma vie. J'avais 26 ans, je suis tombée enceinte de mon fils. C'était en novembre 2012. Et puis là, à 6 mois de grossesse, il y a eu une hémorragie cérébrale. J'ai eu une hémorragie cérébrale suite à une rupture de l'artère dans mon cerveau. Donc, ça a causé une paralysie complète du côté gauche et beaucoup de séquelles cognitives qui perdurent encore aujourd'hui. Ça va faire 6 ans. Là. Alors, ça perdure encore, mais c'est amoindri. Là. Donc là, il reste une paralysie de mon côté gauche et encore quelques séquelles qui sont à travailler, là, que je m'adapte à tous les jours là, à travailler avec ça. C'est pas du tout la même chose. J'étais quelqu'un en forme, j'étais une jeune femme, là, pas d'enfant. Et puis, j'avais vraiment un sommeil normal. Là. Je me couchais à 10 h le soir, je me levais le matin à 8 h. Là, c'est vraiment autre chose. Donc là, il y a l'insomnie qui vient jouer là-dedans. Je me réveille toutes les nuits à 3h30 du matin. Je suis debout. Après ça, je me recouche à 8 h le matin jusqu'à 10 h. Puis, en après-midi, il faut que je fasse une sieste. Ça, c'est à tous les jours. Donc là, si ça manque, c'est vraiment comme si on était un peu le lendemain de veille. Là. Vraiment, je pense que
quelqu'un qui a fait un AVC, là, s'il ne fait pas ses siestes comme il faut, un bon sommeil là, récupérateur qui est recommandé par autant les ergothérapeutes que les médecins, c'est vraiment comme si on était dans un lendemain de veille, là, c'est pas mal l'image que j'ai, mais qui est permanent. Donc c'est vraiment comme ça, là. On est étourdi, on va embrouiller, parler ça devient difficile, coordonner les idées, là, c'est vraiment très difficile. La fatigue physique, bon, c'est la première chose qui est apparente. C'est un bon signe de « OK, il faut que je m'arrête, je fasse une sieste ». La fatigue physique, ma jambe à branle. Moi, j'ai une hémi-négligence. Ça veut dire que je ne considère pas l'espace gauche. Dès que je suis fatiguée, je vais foncer dans les cadres de porte, dans les meubles, tout ce qui se trouve à ma gauche. C'est pour ça que j'ai encore un permis de conduire, mais je ne conduis plus là, volontairement. Donc ça, vraiment, au niveau physique, ça ressemble à ça, ça pèse lourd, pareil comme si on avait un gros sac à dos sur les épaules, vraiment là, jusqu'à temps qu'on décide d'aller faire dodo. Et puis après ça va. Ça, c'est le physique. Cognitive, c'est vraiment la coordination des idées. Ça fonctionne plus. C'est pour ça que moi, je suis très structurée dans mes idées, je prends des notes, surtout quand on est fatigué, il faut tout écrire. Parce que la mémoire est très, très peu efficace. Et puis, avoir une conversation qui est cohérente, c'est vraiment difficile aussi. Émotionnel, on devient irritable. C'est très irritable. Là. Donc là, c'est ça, il faut se retirer. Il faut premièrement constater, OK, là, je pense que je suis fatiguée, je vais me retirer, je vais voir ce qui se passe. Puis, idéalement, c'est du repos parce que pour les relations sociales, là, ça peut être nocif. Et présentement, j'ai 62 ans, donc j'ai vécu 7 ans, de 55 à 62 ans, une vie extrêmement active. J'étais impliqué dans du bénévolat, je suis président du conseil des YMCA du Québec. Et donc, je me considérais en parfaite santé. Je fais des examens annuels une fois par année, mon médecin est toujours très satisfait. Mais tout ça a basculé le 28 juillet dernier. J'étais en vacances en Floride. Le matin, on avait une avant-midi, les jeunes, nos enfants étaient avec nous, ma conjointe et moi. Et dans l'après-midi, après le dîner, je me suis reposé un peu. Puis là, j'ai commencé à avoir des vertiges. Et je croyais que c'était des vertiges qui passeraient. Ça m'est arrivé des fois d'avoir des petits vertiges. Des fois, on a des petits cristaux dans les oreilles qui peuvent causer un peu de vertige. Et les nausées augmentaient, les vertiges augmentaient. Et à un moment donné, ma fille est descendue dire à sa mère, écoute, tu devrais peut-être remonter. Elle était remontée à la plage. Elle lui dit, tu devrais peut-être remonter. Waggy ne se sent pas bien du tout. Alors, ils ont décidé d'appeler l'ambulance. Et là, j'ai été hospitalisé pour une période de 48 heures. Et leur premier diagnostic en Floride était que j'étais touché du syndrome de MS, Multiple Sclerosis, sclérose en plaques. Donc clairement, en Floride, malheureusement, le diagnostic n'a pas été le bon et le traitement n'a pas été le bon. Merci mon Dieu que j'avais une assurance parce que mon séjour a coûté une petite fortune en Floride. J'ai eu une facture totale pour mes 2 séjours de 2 et 9 jours au total de 160 000 $ américains. En plus d'une facture de 18 000 $ pour l'ambulance, pour l'avion ambulatoire qui m'a ramené à Montréal. Et par la suite, ils ont fait les tests et quand ils ont trouvé les embolies pulmonaires, ils ont décidé de mettre un filtre dans la veine cave pour empêcher la possibilité qu'il y ait d'autres cailloux qui puissent monter vers le cœur. Et c'est là qu'ils ont découvert la fameuse fistule. Cette fistule-là, qui est une espèce de frottement entre une artère et une veine qui a coulé, et c'est ça qui a causé le saignement dans l'arrière du cerveau. Quand je suis arrivé à l'Institut Gingras le 17 septembre, je me suis dit, bon là, je suis ici en réhabilitation. Donc je m'étais mis dans un mindset de travailler fort pour essayer de retrouver la santé et la forme. Ils m'ont amené un plateau avec une orange qui n'était pas pelée et je devais peler cette orange-là. Et ça peut sembler banal, mais peler une orange quand on a un AVC avec une faiblesse dans la main droite et ne pas avoir été actif pendant 7 semaines, c'était tout un défi. Et ça a commencé ce matin-là. Je me suis dit, je vais l'épeler, la peler cette orange-là et j'ai fini par, en travaillant dessus pendant 5-10 minutes, j'ai fini par la peler et la manger. Alors, pendant ces 6 semaines-là, la fatigue était vraiment assez importante, dans le sens que j'avais de la difficulté à faire 3-4 pas pour aller à la toilette et revenir. Il fallait quasiment que je me couche une demi-heure après avoir fait ces quelques pas-là.
si j'avais physio et ergo collés dos à dos, c'était vraiment la fin du monde pour moi. J'avais vraiment de la difficulté à faire 2 sessions dos à dos. J'espérais toujours que je mettons une session de physio à 10 h le matin et l'ergo à 2 h l'après-midi, de façon à me permettre d'avoir une sieste de 1 ou 2 heures entre les deux. Chaque activité en soi nécessitait 1 heure ou 2 de repos au lit après. Et quand je suis arrivé à la maison le 30 octobre, j'avais suffisamment d'énergie pour être capable d'être autonome sur l'étage de la maison ici, parce que je vis dans une maison où j'ai 3 étages, mais ma chambre à coucher est au 3e étage, et donc c'était impossible pour moi de penser que j'allais monter dormir dans ma chambre à coucher. J'ai fait installer un lit au rez-de-chaussée. Ici, j'ai tassé un fauteuil et j'ai mis un lit articulé avec un bouton, un peu comme un lit d'hôpital, mais plus simple qu'un lit d'hôpital. Mais toutes ces choses-là, tranquillement, se sont résorbées. Ça devenait de plus en plus facile de faire mon petit déjeuner, ça devenait de plus en plus facile de monter à un étage, de prendre ma douche. Mais il y avait quand même une gestion de fatigue à faire, dans le sens que quand je montais au 2e étage, avant de prendre ma douche, je m'assoyais dans un fauteuil pour reprendre mon souffle, parce que j'étais exténué de monter à un étage. Donc il m'arrivait d'être fatigué, par exemple, après une session d'entraînement de 45 minutes de spinning sur un vélo stationnaire. Je pouvais être fatigué, mais je m'assoyais, mettons, sur un fauteuil 10 minutes, je récupérais, puis je revenais ici, je dînais, je prenais une douche, et ma vie reprenait son cours normal. Donc je n'avais pas une fatigue latente continue. Alors que depuis mon AVC, la fatigue est presque continuellement présente. Donc c'est vraiment une fatigue qui est plus complète, elle est ressentie de façon beaucoup plus importante que la fatigue que je pouvais ressentir des fois avant l'AVC, qui était une fatigue à toute fin pratique normale ou relativement pas tellement importante, compte tenu que j'étais relativement en bonne forme. Mais je dois dire qu'au niveau émotif aussi, des fois on a une certaine fatigue, et au niveau cognitif, un peu moins, dans le sens que j'ai été chanceux dans ma malchance avec mon AVC. Je n'ai eu aucune incidence sur mes aspects cognitifs. Donc j'ai jamais perdu la parole, j'ai jamais perdu un blip de ce qui s'est passé durant toute mon hospitalisation. Mon AVC, j'en ai eu 2 en 2010, en 28 jours, back à back. Le premier était très léger. Je suis allé à l'hôpital, on a fait des scans et tout. Puis c'est là qu'on a pu voir que je faisais un AVC, mais il était vraiment léger. Par contre, ma carte soleil était expirée il y a 3 ans déjà. Fait qu'ils ne voulaient pas faire d'opération sur moi tant que c'était pas renouvelé. Alors j'ai dû attendre jusqu'à temps que j'ai pu le faire. Puis je l'ai renouvelé. Ils ont fait une opération, mais pas au complet, qui fait que ça restait quelques séquelles. On m'a dit, il reste 20% de chance que tu refasses un AVC. Fait qu'ils m'ont donné congé de l'hôpital avec le 20% qui restait. Puis le soir même que je suis rentré chez moi, c'est là que j'ai fait mon 2e AVC, que lui était beaucoup plus sévère. Le premier, j'avais des troubles d'équilibre et un peu de problèmes avec l'écriture, mais aucun trouble de voix. C'est le 2e qui m'a vraiment, comment dire, amoché.
Parce que après deuxième premièrement, on m'a fait une trachéotomie qui est au cou. Maintenant, c'est refermé, fait on peut peut-être moins le voir. Pendant 6 mois, j'avais pas la parole du tout. On m'avait mis comme un ballon pour m'empêcher de m'étouffer sur ma salive. Et ça empêchait le son de sortir. Fait que pendant 6 mois, j'étais mute. Puis c'est après que c'est revenu et aujourd'hui, on me comprend assez facilement. Mais je vous aurais parlé il y a 3-4 ans de ça. On aurait la misère à comprendre ce que je dis. La fatigue, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à gérer. Puis c'est pas du jour au lendemain qu'on apprend à s'écouter soi-même dans le fond. Moi, je peux dire que moi, je suis têtu, fait que sur ça, comme j'ignorais les signes, mon côté droit de mon corps est un peu plus faible que mon côté gauche. J'ai beaucoup parce que ma description de moi est celle que les autres ont de moi. Ça se rejoint pas. Ils sont beaucoup plus gentils que moi je suis avec moi. Fait que pour ça, je peux dire comme mon côté droit, il va traîner plus quand il est fatigué. Puis avant, je le voyais, mais je l'écoutais pas vraiment. J'allais me pousser au-dessus de ma limite. Et oui, c'est cool, se pousser au-dessus de sa limite. Mais en bowling, ça donne rien parce que après tu dois te reposer beaucoup plus longtemps que si tu aurais juste écouté les signes. Au début, j'ai dû prendre plus de siestes parce que je savais pas les autres trucs. Maintenant, j'ai comme après qu'il y a la méditation qui m'aide beaucoup, il y a aussi l'entraînement plus sur mon cardio. Et une petite anecdote, j'ai le cardio. Même si j'ai faire le cardio, je sais que c'est le cardio qui est mon plus gros problème en ce moment. Fait je dois le faire quand même. Et je transpire énormément. Fait quand je fais mon cardio, je suis tout mouillé comme si je sors de la piscine. Mais même si j'aime pas ça, je le fais quand même. Pas le choix. Donc, moi, pendant toute ma pratique, je voyage beaucoup parce que je travaille avec des Autochtones. J'ai commencé avec les Mohawks, les Ganawaki, mais aussi j'ai travaillé beaucoup avec les Cris de la baie James et j'étais impliqué dans les procès et des négociations contre l'Hydro-Québec, surtout la Société d'énergie, dans les années 70. Ensuite, j'ai travaillé, j'ai fait du travail à Terre-Neuve, en Ontario, beaucoup en Alberta et dans le nord d'Alberta. Donc, et j'étais impliqué dans un procès pendant 5 ans
en Alberta. Donc, beaucoup de voyages. On restait là des fois quelques semaines à la fois. Ça voulait dire, à part des voyages, beaucoup de travail intellectuel, beaucoup de nuits blanches, je dirais, ou bien au moins jusqu'à 2, 3, 4 heures le matin, souvent. Donc, j'étais habitué et j'ai continué ça jusqu'à même cette année. J'ai pas vraiment ralenti jusqu'au temps que j'ai eu l'AVC. J'étais fatigué, il faut l'avouer, pas mal fatigué, mais je pratiquais quand même avec beaucoup d'heures. Alors, j'étais ici au bureau. Soudainement, j'étais en train de brasser des papiers, de regarder quelque chose, et soudainement, je sentais que le bras gauche est devenu très lourde et assez vite, quelques secondes après, c'était comme si c'était un morceau de bois très lourd. Alors là, j'ai dit, oh mon Dieu, il y a quelque chose qui arrive. Je pensais que c'était un peu temporaire, mais j'ai dit, bon, je vais me relaxer. Et là j'ai décidé que je devais aller plus vers le plancher. J'ai appelé mon assistante qui était pas loin, juste dans le corridor, et ils ont décidé d'appeler l'ambulance tout de suite. Ils étaient pas mal sûrs tout de suite, non seulement les pompiers, mais les ambulanciers, que c'était un AVC. Alors j'ai été transporté au neurologique. J'ai eu une intervention où on a enlevé par la chirurgie une plaque. Et apparemment, on m'a expliqué qu'il y avait une partie d'une plaque qui est allée dans certains petits vaisseaux du cerveau et que ça a causé le AVC. Alors, c'est d'abord, si on peut le décrire généralement, c'est une fatigue très unique. On dit sui generis en droit, c'est-à-dire très spécial. C'est que je dormais parfois, ça dépendait 6 heures, 7 heures, 4 heures, 3 heures, 2 heures. Et même si j'étais fatigué en général, on oubliait ça vite et qu'on travaillait. Ici, on ne peut pas l'oublier, cette fatigue-là. Premièrement, si on commence de bonne heure le matin, c'est que je trouve que c'est extrêmement difficile de me lever maintenant. Avant, le cadran sonnait, on était fatigué, mais on y allait. Là, c'est comme si on a un boulet, là, on veut pas se mettre debout. Je trouve qu'on devient plus craintif, plus appréhensif des choses. C'est qu'on a la tendance, avec cette fatigue-là, de voir le verre moitié vide, plutôt que moitié plein. C'est présent, toujours. Plus difficile. C'est comme une montagne parfois, quand ça ne devrait pas être ça. C'est comme un phénomène qui est toujours présent. C'est comme si il y a quelqu'un ou une ombre qui est là et qu'il faut consulter tout le temps. C'est ça le dilemme avec ce genre de fatigue. On dit, OK, il faut écouter le corps, mais si on écoute totalement le corps, on dormirait tout le temps. Par contre, si on pousse et on dit, bon, il faut y aller, il faut reprendre les activités normales le plus vite possible, mais là, on peut avoir des difficultés. J'en ai déjà eu, il y a quelques semaines, j'ai poussé fort et j'ai travaillé trop. Alors, j'étais fatigué toute la journée. Moi, je pense qu'il faut toujours essayer de faire ce qu'on appelle
endroit la balance des inconvénients. On pèse le pour et le contre tout le temps. On dit, si on fait telle activité, ça va avoir telle conséquence sur la fatigue, mais si on ne le fait pas, là, ça va amener d'autres sortes de problèmes. J'avais aucune idée comment gérer avant. C'est comme, je fatiguais, là, je tombais à terre, il faut que je me couche, parce que j'aurais jamais pensé faire un agenda. On ne pense pas à ça, d'inserter des sommeils entre 1 heure, 2 heures, et après à 4 heures. On ne pense pas à ça quand on est occupé, mais m'a appris qu'en faisant mon agenda, j'étais capable de suivre. Et là, le faisant religieusement, c'est devenu vraiment comme ma Bible. Là, demain, j'ai fait ça. J'ai beaucoup de choses demain, fait qu'il faut qu'aujourd'hui, je prends ce relax. Moi, pour établir de la fatigue neurologique, il faut que je me mette une place où mon cerveau il y a le moins d'interaction, mais pas dormir nécessairement. Alors, je me mets dans ma chambre, pas de télévision, pas de musique, pas de lumière, puisque la lumière dérange aussi. Vraiment, rien. Puis là, méditation, comme on appelle. Une autre chose, c'est prendre des marches. Le soir, surtout, maintenant, surtout avec la neige, l'hiver, c'est une des saisons que j'adore. Alors, juste après le souper, je prends une marche sur le bord de l'eau. Et là, penser à rien. Alors, c'est la même chose que si je serais dans ma chambre. Alors, juste prendre une marche à la noirceur avec la neige, c'est une autre chose qui m'aide beaucoup à moi à rétablir mon énergie. Surtout avec Lucie Bruno, encore, je le mentionne souvent, mais ma travailleuse sociale, Véronique, qui m'a aidé beaucoup à rencontrer ma famille avec moi pour lui expliquer du côté professionnel qu'est-ce qui se passe avec moi et quoi s'attendre. Parce que venant de moi, venant juste de moi, je suis fatigué et c'est dur à. Des fois, la famille, on a soupé ensemble. Avant, je suis italien, alors la famille, la fin de semaine, le gros repas, la table, tout le monde parle en même temps, 4 conversations en même temps, j'étais capable de suivre tout. Puis là, je ne suis pas capable de suivre tout. Et après une demi-heure, il faut que j'aille me coucher. Je vais dans la chambre de ma soeur, puis là, je fais un somme. La fatigue, il faut l'entreprendre, dans le sens qu'il faut développer des stratégies pour vivre avec, là, parce que c'est là, c'est chronique, et puis c'est là pour rester, peut-être là, avec les stratégies, que ce soit un peu moins pire à tous les jours, mais il faut travailler avec. Donc, stratégie numéro 1, c'est de se structurer dans toutes les sphères de la vie, autant personnelle que professionnelle. Moi, mon travail, j'ai décidé d'être entrepreneur suite à l'AVC parce que je peux gérer mes horaires. Donc, la gestion du temps qui est très importante, de focusser sur une tâche à la fois. Aussi de se structurer son environnement physique, donc que toutes les choses soient rangées à tous les jours, je remets mes choses à la place, ce soit propre pour éviter qu'il y ait des stimuli visuels, des stimuli auditifs aussi. Autant les enfants, leur salle de jeu elle est dans le fond complètement de l'appartement, il y a une porte, donc là ça me permet de me concentrer parce que au travail, je travaille pas quand les enfants sont là, mais même faire la cuisine, c'est difficile pour moi de suivre les étapes. Donc, quand les enfants sont là, c'est bien d'avoir cette stratégie-là de pouvoir fermer la porte quand ils jouent. C'est ça, c'est la structure, c'est d'écrire. C'est vraiment d'écrire, puis d'avoir un horaire. J'ai pas mon téléphone, mais vraiment mon calendrier est rempli. Là. Chaque jour, j'ai mes tâches, même que ce soit des petites tâches, là, aller porter le courrier ou quelque chose comme ça. C'est d'écrire. Comme ça, ça enlève des informations de mon cerveau, ça les structure, ça réduit l'anxiété de beaucoup. Donc, parce que l'anxiété, ça prend de l'énergie énormément. Donc, voilà. Et d'épurer, j'ai peu mon réseau social. Ça peut être sujet à discussion, là, mais j'ai peu vraiment mes relations puis mes fréquentations, dans le sens que je vais fréquenter des gens positifs qui vont être aidants. Et puis, je vais éviter un peu les pertes d'énergie. Donc, ça, c'est restreint. C'est de restreindre, de structurer, puis de bien écrire, de concrétiser.
Ben là, ils sont en bas âge, mais c'est spécial à quel point ils comprennent que bon, j'ai un bras qui fonctionne pas, puis que je suis plus fatiguée que eux et que j'ai besoin de sieste. Donc, ils respectent beaucoup sans nécessairement comprendre là, ce qui s'est passé réellement. Une stratégie pour faire face à la fatigue, je pense que la première, c'est de reconnaître qu'on est fatigué et qu'on ne peut pas prétendre qu'on va avoir le même rythme de vie qu'on avait avant l'AVC. Je pense que je me suis vite rendu compte de ça. En fait, pour être bien naïf avec vous, bien candide, au début, quand j'ai eu mon AVC, fin juillet, début août, je m'étais dit, bon, je me donne un objectif le premier mercredi après le long week-end de la fête du travail, donc début septembre. Je retourne au Hawaï sur un vélo, je fais un cours de spinning. Le 4 septembre, j'étais à Sacré-Cœur avec des cailloux et je n'étais pas capable de me tenir debout. J'ai dû me rendre à l'évidence que ce que je pensais qu'il allait prendre quelques semaines et revenir à la normale, ce n'était pas le cas. Ça prenait plusieurs semaines et que la fatigue était vraiment réelle, c'était pas une fatigue illusoire et que je ne pouvais pas faire les choses comme je faisais avant mon AVC. Donc, première chose, il faut reconnaître ça et composer avec cette réalité-là. Sinon, on est frustré tout le temps, puis on risque d'être déprimé. Une fois qu'on réalise qu'on ne peut pas faire ce qu'on faisait avant, il faut se donner des moyens pour se rendre la vie plus facile. Alors, par exemple, moi, il n'était pas question de monter deux étages pour monter me coucher en haut et descendre à tout bout de champ pour monter me coucher. Si je veux faire une sieste, monter en haut, redescendre manger, monter prendre ma douche au 3e. Donc je me suis mis un lit, c'est pas particulièrement esthétique pour le salon, mais c'est pas très grave. Pour quelques mois, je vais avoir un lit dans le salon où je pourrais dormir à l'étage. De partager ce qu'on ressent avec les membres de la famille. C'est sûr que c'est important de partager pour qu'eux comprennent c'est quoi notre nouvelle réalité. Parce que des fois, ils peuvent ne pas vraiment bien la comprendre et souhaiter faire une activité ou nous demander de faire quelque chose qui est au-delà de nos capacités. Donc, il est important de bien communiquer notre niveau de fatigue aux membres de la famille. Ça serait vraiment plus s'écouter, comme j'ai dit tantôt, vraiment être à l'écoute de soi-même. Pas faire la tête de mule, puis essayer d'aller au-dessus de ce qu'on pense pouvoir faire juste parce que on se pense invincible. Souvent quand on est jeune, on se pense invincible. Puis selon moi, dans mon cercle, je suis un bon exemple de ça. Je suis grand, je suis en forme, puis mes amis ont tout vu. Maintenant, il ne peut pas faire autant qu'avant. Il est fatigué, il prend des siestes. Je ne sais pas si ils le savent ça, mais je prenais beaucoup de siestes parce que ça m'aide. Je pensais ça m'aidait à retrouver mon énergie, mais l'énergie que tu retrouves ne dure pas aussi longtemps que si tu entraînes ton cardio. Je pense que l'élément le plus important, ce sera que moi j'accepte que j'ai des limites qui sont beaucoup plus grandes qu'auparavant. Je peux travailler 25 ou 30 heures par semaine plutôt que 50 à 70 heures. Maintenant, accepter qu'on peut faire juste la moitié, sauf qu'il faut réaliser ce qui est le plus difficile, réaliser quelles sont nos limites et accepter ça.
Une fois qu'on a ça, ben, on exécute en fonction de ces limites-là.